Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le deuxième épisode dans notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Deuxième épisode de ma rencontre avec Calixte de Nigremont. Bonjour Calixte. Bonjour. Calixte de Nigremont, donc maître de cérémonie. On a évoqué votre personnalité, votre formation, quelques-unes de vos différentes activités. J'aimerais d'abord... Est-ce qu'on peut choisir, sans offenser les autres, celles auxquelles vous êtes le plus attaché ? Pas attaché parce que ça fait très longtemps que ça peut être la même chose, mais des découvertes que vous avez faites et qui vous ont vraiment réjoui. Alors évidemment, en présentant toutes mes excuses les plus plates à tous les autres, le Festival mondial du cirque de demain. Parce que c'est une des grandes messes du cirque dans le monde. De demain. Cirque de demain qui a lieu à Paris tous les ans, la dernière semaine de janvier, et qui est diffusée, alors c'est une coquetterie de calendrier, qui est diffusée généralement le mois de décembre suivant sur Arte en direct. Alors, je dis toujours qu'au moment de Noël, on voit 3 personnalités réapparaître, le Père Noël, Mariah Carey et moi-même, puisque je présente le festival. Alors, si c'est pas le soir de Noël, c'est la veille, c'est le réveillon, ou c'est le 26, bref. Arte diffuse ce festival en extrait à ce moment-là. Alors, parce que c'est vraiment une manifestation phare pour le monde du cirque. Tous les producteurs de cirque du monde viennent à Paris cette dernière semaine pour assister au festival et choisir, regarder les jeunes artistes. C'est un festival qui est réservé aux artistes qui ont moins de 25 ans et qui débutent leur carrière et qui vont... la légende dit que quand ils viennent au Festival mondial du cirque de demain et qu'ils ont des médailles d'or, ils repartent avec 10 ou 20 ans de contrat garantis au Cirque du Soleil, dans tous les grands cirques européens et mondiaux. La légende raconte même que les artistes chinois qui remportent une médaille d'or au Festival mondial du cirque de demain, en rentrant en Chine, ont droit à vie à un appartement, un travail et une voiture. C'est ce que dit la légende, la rumeur publique. Ça n'a jamais été vérifié. Et donc, malgré l'ampleur professionnelle que peut représenter cet événement, il y a une fraternité absolument touchante. Tous ces artistes qui viennent de partout, on a vraiment des artistes qui viennent du monde entier, qui ont des cultures extrêmement différentes et qui sont en compétition parce qu'il y a quand même médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze et il faut se disputer pour les avoir parce qu'il faut faire montre du plus grand talent. Et malgré tout ça, tout le monde se tombe dans les bras à la fin des représentations. Il y a une grande chaleur humaine et tous ceux qui l'ont fait s'en souviennent à vie parce qu'évidemment ça conditionne toute leur carrière. Donc c'est le moment le plus touchant de mon année et j'ai encore des contacts avec des artistes qui ont fait le festival il y a 20 ans ou il y a 10 ou 15 ans, et on prend des nouvelles régulièrement. Et voilà, c'est absolument, humainement, le moment le plus intéressant de l'année. Alors, puisque vous l'avez désigné vous-même, restons sur ce festival international du cirque de demain. Vous avez dit que ça fait déjà un moment que vous l'animez. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution dans le cirque ? On est passé de 2 approches qui étaient divergentes, qui étaient le cirque traditionnel, qui basait son mode de fonctionnement sur des codes. Il faut toujours d'ailleurs qu'on ait des choix physiques très très importants et que ça soit spectaculaire en termes de rendu, et une approche beaucoup plus contemporaine où on met de l'artistique, on met une démarche de création, où on veut faire preuve d'innovation. Et je crois que j'ai le sentiment, quand j'ai commencé il y a 20 ans donc à présenter le Festival mondial du cirque de demain, on était sur 2 écoles différentes. Et maintenant, ces écoles convergent. C'est-à-dire que je pense que c'est lié à la formation des artistes dans les grandes écoles internationales, l'école de Montréal, l'école de Bruxelles, celle de Châlons en Champagne, enfin toutes les écoles mondiales qui forment les artistes. Et on a conscience qu'on ne peut pas faire une création artistique intéressante quand on jongle mal dans la demi-pénombre en déclamant du Bertolt Brecht, et on peut pas non plus faire que de la gymnastique en costume à paillettes. On est obligé de faire une conjonction des deux, et j'ai le sentiment que le courant général est beaucoup plus de réunir ces 2 approches en une seule création. Et quand on voit les grands courants et les grandes compagnies contemporaines, on est vraiment dans cette approche-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui maîtrisent leur discipline. Quand on fait de la planche coréenne, qui est une espèce de bascule
Les gens qui le font très correctement, ils font vraiment des exploits physiques où on est bouche bée, et en même temps, il y a une approche qui est créative et contemporaine au sens le plus large du terme. L'autre évolution, c'est que puisque le cirque avec les animaux a tendance à tomber un peu en désuétude, on est obligé de mettre un focus un peu plus important sur les exploits humains. C'est-à-dire que l'homme, l'humanité, enfin l'être humain est beaucoup plus au centre du spectacle. Et je n'arrive pas à trouver ça mauvais. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis après, c'est l'évolution du cirque. Je n'ai pas de point de vue sur l'évolution du cirque depuis l'époque où on jetait des chrétiens dans l'arène pour amuser les Romains. Et aujourd'hui, il y a eu des évolutions très nombreuses. Vous venez de parler des animaux, je voulais vous interroger sur les animaux. Est-ce que vous avez vu des cirques qui arrivent à renouveler le travail avec les animaux? Vous l'avez dit, c'est un travail qui a mauvaise presse parce qu'il est lié à l'idée de la violence envers les animaux, et pour avoir observé ça une ou deux fois, et notamment pour avoir participé à un festival de la presse où dans un cirque, un grand cirque que je ne nommerai pas, mais où, comme le tigre tardait un peu à arriver, bagnaudait dans le couloir qui devait l'amener jusqu'à la piste, j'ai vu le patron du cirque prendre une canne à boufferrer et balancer un grand coup de boufferret dans l'arrière-train. Bon. Mais est-ce que quelqu'un a réussi à renouveler le travail avec les animaux, et si oui, avec quels animaux? Deux commentaires sur ce que vous venez de dire. D'abord, je suis d'une génération qui a connu la piste aux étoiles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la piste aux étoiles, il y avait toujours ce moment où on annonçait le numéro de trapèze volant sans filet. Et aujourd'hui, on se dit, mais quel intérêt il pouvait y avoir à l'idée qu'on voit un trapéziste se tuer sous nos yeux parce qu'il tombait et qu'il n'y avait pas de filet. Aujourd'hui, plus personne n'imaginerait de faire des numéros dangereux, sans longe, sans sécurité, ce qu'on pratique partout maintenant dans tous les cirques du monde. Il y a une sécurité, il y a un filet, il y a une longe, il y a quelque chose qui permet aux artistes de ne pas risquer leur vie. Il y a encore des accidents, malheureusement, mais le pas de filet n'est pas un supplément. Quant aux animaux, j'ai la chance de présenter, alors c'est tout parce que c'est juste une semaine avant le Festival mondial du cirque de demain, des Crinières d'Or, le gala des Crinières d'Or qui a lieu dans le cadre de Cheval Passion, qui est un spectacle équestre, avec donc, comme son nom l'indique, des chevaux et que des chevaux, beaucoup de chevaux, parmi lesquels la garde républicaine, parmi lesquels Lorenzo, la grande vedette du cheval Camargue, enfin, du dressage en liberté. Et là, on arrive à faire des choses. Là, il y a le théâtre du Centaure, par exemple, et a réussi à réinventer des approches du cheval et de la présence de l'animal dans un spectacle. Je parle même pas de Bartabas, évidemment. Mais on a cette approche-là sur des animaux qui sont des animaux familiers, des animaux domestiques. On n'a plus, je crois, hein, mais peut-être me tromper, on n'a plus cette fascination pour l'exotisme que représentait l'éléphant qui arrivait du fin fond de l'Inde et qui, évidemment, il y a 50 ou 60 ans, était un prodige parce qu'on n'en voyait pas tant que ça. Les tigres, les lions, exactement la même chose. Donc, du coup, on a moins cette magie-là. Et on est obligé d'inventer d'autres choses. Donc, effectivement, par exemple, ce qui est très en vogue dans les spectacles équestres, c'est le spectacle les chevaux en liberté. Vous avez tout un numéro qui dure 10-15 minutes où, à aucun moment, l'artiste équestre ne touche le cheval. Il est fait évoluer autour de lui. Alors, il y a des grands noms, Jean-François Pignon, j'ai cité Lorenzo, Frédéric Pignon. Enfin, ils sont nombreux. Et il y a une vraie... il y a un vrai engouement du public pour ce genre de numéro. Et donc, à mon avis, ça va faire bouger les lignes. Alors on voit que vous êtes du métier parce que chaque fois vous me tendez la perche en faisant allusion à quelque chose sur quoi j'allais vous interroger, le public. L'engouement du public, vous l'avez observé, on dirait presque 30 ans, il a forcément évolué, comme ont évolué les numéros qu'on lui propose dans le cirque ou les activités qu'on lui propose dans d'autres secteurs. Qu'est-ce que vous en diriez de... Sur le cirque de demain, c'est un peu particulier parce qu'on a affaire à un public pour beaucoup d'experts. C'est-à-dire, par exemple, la journée du samedi au Festival mondial du cirque de demain, vous avez toutes les grandes écoles de cirque européennes qui sont là et qui viennent, qui savent exactement ce qu'elles voient. Les élèves savent exactement ce qui leur est proposé et sont à même de savoir si c'est un peu facile, si c'est vraiment révolutionnaire, s'il y a une approche qui est très différente. Et ça change beaucoup la chose. Donc, du coup, mon regard, il est un peu biaisé par ça. Donc, on voit un peu les évolutions. Alors, il y a des évolutions dans les disciplines, par exemple. Il y a des modes.
Là, en ce moment, on est sur les sangles. Ça fait de 4-5 ans que les sangles aériennes. Donc, c'est 2 sangles, sangles de camion, vous voyez, qui permettent à l'artiste de suspendre dans les airs et de virevolter en tous sens. Mais c'est très récent. Ça fait, 5-6 ans que c'est en vogue. Avant, il y en avait que pour la roussire, qui était l'équivalent d'une bague, mais géante, qui ferait 2 mètres de circonférence, sur lesquelles on évolue et l'artiste évolue au milieu. Avant, c'était le tissu aérien. Et il y a des espèces de vogues comme ça. Le Festival mondial du cirque de demain n'y est pas étranger, puisqu'effectivement, en proposant ces numéros-là, ça crée une forme d'émulation et un intérêt de bon nombre de jeunes étudiants ou de gens qui vont faire carrière, qui s'intéressent à ça. Donc du coup, le regard que j'ai sur le cirque, il était un peu biaisé par ça. Sur les autres spectacles, je serais tenté de vous dire, sur les autres disciplines, il y a des évolutions partout. Alors, je ne dirais rien en disant que si on est sur une manière comme ça de changement de société et de changement de fonctionnement. Par exemple, je présente beaucoup d'humour. L'humour est définitivement envahi par le stand-up. On n'imagine pas de faire un festival d'humour sans inviter des stand-uppers. Et non seulement ça, mais on imagine de plus en plus de ne faire que des stand-uppers et plus les artistes qui faisaient des sketchs, les humoristes qui faisaient autre chose que du stand-up. Donc on est dans toutes les disciplines, dans tous les secteurs que moi j'ai la chance de fréquenter, on a le sentiment qu'on est sur des changements majeurs, parce que du coup, effectivement, c'est des changements majeurs. Alors, la question du public est évidemment celle que je m'apprêtais à vous poser, du public de l'humour est celle que je m'apprêtais à vous poser. Vous dites de plus en plus de stand-up et peut-être même bientôt, peut-être même déjà, que du stand-up. Il y a encore quelques artistes à sketch ou bien... Alors, il y a une chose particulière, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que le mode de fonctionnement du stand-up et de l'économie du stand-up, du comedy club, fait qu'avec une scène d'1 mètre sur 2 dans un café, vous faites des soirées stand-up et vous faites venir des stand-uppers. Ça marche très bien. L'autre avantage, c'est qu'on voit dans ces salles des publics qu'on ne voit nulle part ailleurs. Vous avez un public totalement dédié au stand-up, qui est un public de jeunes, très jeunes, de gens qui ordinairement n'accèdent pas aux lieux culturels, et qui vont ici comme ils vont très facilement au café, au sport, enfin voir un match. Et ça change beaucoup de choses. Effectivement, l'inconvénient, c'est que du coup, ça a tendance à ringardiser un peu les modèles précédents, qui sont des modèles effectivement de sketch, de spectacles, même des spectacles humoristiques de théâtre classique, oui, Écrit. 1 heure et demie, écrit, c'est ça, voilà. Avec un texte. Et à mon sens, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, on est tellement dans la vogue du stand-up que on est beaucoup sur des copies de copies de copies de copies. Ce qui fait que du coup, ils sont rares ceux qui arrivent avec une vraie patte originale et qui évitent tous les codes du stand-up. Et il y en a très nombreux. Et tous les gens qui vont voir des spectacles dans des comedy clubs, voir du stand-up, savent exactement de quoi on parle. Mais quand on arrive à éviter ça, ça peut être extrêmement riche et extrêmement drôle, évidemment. Après, mais comme dans toutes les disciplines qui émergent, on retrouve des choses qui se copient et qui sont des parodies, des plagiats, et donc du coup ça s'affadit forcément un peu. Et dans les codes du stand-up, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve là, il faut parler de soi. Alors il faut parler de soi, de ses problèmes personnels. Alors si on veut vraiment dans la caricature, il y a le par applaudissement qui a déjà ça commence généralement par bonjour, je m'appelle voilà. Et puis généralement ça se termine c'est tout pour moi et on sort. S'il y a une durée, c'est alors plus c'est ou moins très variable. calibré. C'est très variable. Il y a le modèle le plus courant, effectivement, la formule courte de 10 minutes. En fait, ça va vous parler. Ça remplace les chansonniers d'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y avait des formules. Vous aviez Edmond Meunier qui venait au Caveau de la République faire pendant 10 minutes un sketch. Là, c'est exactement le même principe. Sauf que c'est au milieu de la première moitié du 21e siècle et on a des modes d'expression qui sont différents. Mais c'est exactement le modèle. Et les stand-uppers font ce qui se faisait dans les médias d'après-guerre et même avant, la tournée des comédie clubs comme on faisait avant la tournée des cabarets de chansonniers. Et vous voyez arriver, comme on l'a vu, on nous l'a raconté ici, devant ce micro, des organisateurs, des impresarios d'ailleurs on dit en français, des impresarios, des gens qui essayent d'organiser un peu ce monde. Inévitablement, puisque ça marche.
je ne vous apprendrai rien, nos auditeurs ne découvriront rien en voyant que, en se disant que quand quelque chose marche, tout le monde se jette dessus pour essayer d'en tirer le plus possible. Et donc évidemment, encore une fois, c'est un modèle économique facile. C'est un petit peu la pizzeria du spectacle, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez une marge de rentabilité extrêmement rapide, puisque vous avez une très petite scène, de 50, 100 chaises, et en avant, quoi. Et donc, du coup, la moindre sous-préfecture de France, le moindre chef-lieu de canton, fait un comédie club, le comédie club de Thouars, le comédie club de Metz, le comédie club de la Napoule, parce qu'il suffit juste d'avoir 1 mètre sur 1 mètre de scène et des gens devant. Oui, comme disait mon confrère Michel Siffre, en France, les choses marchent parce qu'elles ont du succès. Et nous voilà sur ce plan renseigné. Calixte Denis-Gremont, je vous remercie d'être passé par ici sans votre costume de lumière, mais votre costume de lumière, on pourra le voir au Festival international du cirque de demain, auquel je compte bien. C'est le samedi. Ah non, mais le samedi, c'est sur invitation. Alors non. Le samedi, vous venez quand vous voulez, Philippe. Tout le monde peut y aller. Vous venez quand vous voulez. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est la dernière semaine de janvier. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Très bien. Nos auditeurs sont maintenant dûment informés. Et j'espère que vous reviendrez pour nous raconter quelles sont les nouvelles activités que vous avez agrégées à celles que vous pratiquez déjà. Merci, Calixte. Merci à vous.